Bienvenue dans Parcours engagé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Juliette. Juliette est ergothérapeute et elle s'est formée il y a quelques mois au Journal Créatif. Je suis ravie qu'elle ait accepté de nous partager son expérience. Bonjour Juliette. Bonjour Émilie. Alors, pour commencer, je te propose de retourner la carte qui est devant toi, de la lire et de compléter la phrase. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup lire, inventer des histoires avec mes poupées, tout ça, et puis dessiner, rêver, tout ça. Merci. Et bien tu vois, il y a d'autres cartes, je te laisse retourner l'une après l'autre. Dans le métier d'ergo, j'apprécie. Alors, dans le domaine où j'ai travaillé comme ergothérapeute, j'apprécie de prendre le temps de nouer une relation avec les personnes que j'accompagne pour pouvoir essayer d'améliorer leur qualité de vie, leur quotidien, mais être vraiment dans le relationnel, avoir du temps pour ça. Merci. Allez, une petite dernière. Laisser une trace sur le papier, dessiner, me permet de... Alors la première chose qui me vient, c'est ancrer, être plus dans l'instant présent et puis s'autoriser à jouer avec les couleurs, avec les mots. Et puis pouvoir revenir aussi sur certaines choses, en tout cas. L'aspect trace, c'est important pour moi. Merci pour cette entrée en matière. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour te présenter, voilà, comme tu as envie de te présenter Alors, voilà, j'ai 42 ans, j'habite à Neuville-en-Ferrain, et puis voilà, je suis mariée depuis 16 ans, et on a 2 enfants, et voilà, je suis toujours en recherche d'ajuster un peu l'équilibre entre la vie perso, la santé, la vie de famille, le travail, ce qu'il y a autour de ça. C'est important pour moi. Ok, un peu équilibriste. C'est ça. Un peu artiste. Merci. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous brosser le portrait de la famille dans laquelle tu as grandi et puis après, un peu ton parcours scolaire, hein. Alors, j'ai grandi dans une famille... Est-ce que tu as voilà, des frères et sœurs, mes parents étaient bien, enfin, sont toujours bien ensemble. C'est une chance. Hein. Et j'ai 2 frères plus jeunes, assez proches en âge, qui avaient parfois un peu de concurrence, tout ça, comme dans beaucoup de familles. Mais je suis l'aînée. Et voilà. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est vraiment une chance, de savoir ce que j'avais envie de faire comme métier assez vite, on va dire vers la 3e à peu près, ça s'est dessiné. Alors il faut dire aussi que je suis tombée toute petite dans le monde du handicap par les 2 côtés de ma famille, que ce soit côté familial ou côté professionnel du côté de mon papa. Et du coup, j'ai côtoyé des personnes avec des handicaps très tôt et avec lesquelles je me sentais bien, à l'aise. Et en fait, j'avais envie de travailler au départ avec les enfants, éventuellement qui avaient un handicap. Et puis, c'est grâce à des rencontres et les mini-stages là, de collège où j'ai pu discerner un peu et puis trouver le métier d'ergo qui me plaisait bien. Donc après, ça m'a permis aussi de savoir pourquoi j'endurais toutes ces matières au collège ou au lycée, parce qu'il fallait faire un bac scientifique pour pouvoir rentrer en école d'ergo, puisqu'il y avait un concours d'entrée à l'époque. Et c'est de savoir pour quel métier je voulais me former et me battre, entre guillemets, que ça m'a donné du courage pour les matières scientifiques et tout, qui n'était pas forcément mon plaisir au départ, parce que j'étais assez littéraire par intérêt de base, quoi. Donc voilà.
Et puis j'ai fait une année de préparation aux concours paramédicaux. Et après ça, j'ai réussi plusieurs concours. Et puis je suis allée à l'école d'ergothérapeute de Berck. Et voilà, c'était un peu Berck-sur-Mer, c'est un peu le bout du monde, être étudiant au bord de la mer. C'était un peu, quand je repense maintenant, on parle de slow life et tout ça. Donc par rapport à quand tu es étudiant sur l'île ou sur Paris, c'était un peu slow, en mode nature, Il y a moins de un soirées peu moins étudiantes de tentations, on va dire, festives et tout. Mais un côté assez nature et puis du coup aussi un côté assez solidaire qui se crée entre les étudiants qui étions un peu au bout du monde comme ça et qui finalement s'est très bien passé et était assez agréable. Et puis après on avait aussi l'ouverture aussi lors des stages, on est allé dans d'autres régions éventuellement aussi. Donc ça on dure était combien pas de temps là contents. le C'était parcours 3 ans. D'accord. 3 ans d'études paramédicales. Sachant qu'il y a 2 ans où on fait beaucoup de stages, on fait 2 mois de stage, 2 mois à l'école. Donc tu avais aussi vu plusieurs types de populations voilà, pendant c'est tes ça. stages. C'est des études où on est obligé de faire des stages en rééducation adulte, enfant et psychiatrie au minimum. Et donc, et après, voilà, ça m'a permis aussi de faire un stage adulte à domicile. Mais lors de mes stages, j'ai touché ni au polyhandicap, ni à la personne âgée, domaines dans lesquels j'ai travaillé finalement. Donc, comme quoi, il n'y a pas de plan. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux redonner un petit peu que fait l'ergothérapeute? C'est quoi, enfin définir un petit peu ton métier d'ergo. Ouais. À quoi ça correspond exactement? Alors, en ergothérapie, on s'adresse aux personnes qui ont une forme de handicap, qui soit moteur, sensoriel, psychique. Une difficulté, un handicap, ça peut être une perte d'autonomie, quelle que soit l'origine. Donc, de l'enfant à la personne âgée, et dans plein de domaines de la vie, ça peut être une forme de handicap vraiment léger. Comme une maladie dégénérative très importante. Et en fait, par rapport à ces situations de handicap où la personne n'est pas en capacité de faire quelque chose qu'elle voudrait dans l'environnement nécessaire, on va soit passer par la rééducation, mais là, rééducation par l'intermédiaire d'activités de la vie quotidienne, d'activités concrètes finalement. À la différence des kinés, on est moins dans l'analytique, c'est pas des exercices musculaires, tout ça. Donc il y a cette partie rééducation aussi bien, ça peut être en refaisant de la cuisine, en réapprenant à se mettre debout, à passer du lit au fauteuil. Tout ça, ça aide à se rééduquer, travailler de l'équilibre. On associe souvent l'ergothérapeute au membre supérieur, au bras. Mais c'est tout le corps, mais c'est cette partie rééducation par les activités, en essayant que ce soit des activités qui plaisent à la personne aussi, qui aient du sens pour elle. Et à côté de ça, il y a la partie réadaptation, c'est-à-dire que quand il y a une forme de handicap qui reste, quand on ne pourra pas rééduquer plus, la réadaptation, c'est trouver d'autres moyens pour que la personne puisse être plus autonome par rapport à ses besoins. Donc en passant par réentraîner à certaines activités, trouver des adaptations matérielles, qu'on appelle des aides techniques, que ce soit du matériel typiquement matériel médicalisé ou d'autres adaptations, ou parfois l'aménagement du domicile. Le recours aussi à former les aides humaines, donc les personnes qui vont accompagner le patient. Donc c'est rééducation et réadaptation, mais vraiment pour l'autonomie et pour les domaines de la vie qui ont du sens pour la personne. Oui, voilà. D'accord. Ok. Donc ton diplôme en poche. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu avais travaillé avec tu as expérimenté en stage pas mal de populations, mais finalement, une fois que tu as ton diplôme, tu vas voir carrément d'autres populations. Tu vas vers les polyhandicaps que tu n'avais pas découvert en stage. Voilà. Et comment ça se passe, une fois que tu as ton diplôme Alors à l'école, ils nous avaient dit clairement qu'ils nous préparaient au diplôme, mais qu'ils ne nous préparaient pas vraiment à la vie d'après. C'était une école assez scolaire. Et
Et dans cette école et puis dans la vie en général, on valorise aussi plus ce qui se voit concrètement. Et donc, on est très, très orienté rééducation avec des protocoles. Par exemple, une épaule cassée, après le bras arrive à bouger sans pesanteur, après le bras arrive à bouger dans toutes les amplitudes, voilà. Mais on n'était pas forcément formé à les domaines dans lesquels les progressions sont beaucoup plus lentes, où il faut beaucoup plus de finesse, de sensibilité au niveau relationnel. On avait les bases avec la personne âgée, mais pas énormément. Et en fait, à la sortie du diplôme, ça m'avait permis aussi, les stages, de voir ce que je n'aimais pas. Et moi, par exemple, voilà, ce qui était le stage en milieu hospitalier où j'étais allée, ça ne m'avait pas convenu. Je crois que les personnes étaient très vite sortantes. On n'avait pas forcément suffisamment de temps aussi pour travailler avec eux, pour les mettre en confiance. J'ai appris aussi par des difficultés que moi j'avais besoin aussi, que je pouvais être une bonne soignante, mais que j'avais besoin d'être en confiance pour mettre en confiance les personnes, parce qu'on s'adresse aussi à des gens qui ont un handicap, qui sont aussi dans la difficulté, parce qu'ils sont fragiles. Et pour sentir du sens à mon travail, j'avais besoin de temps. Et donc, quand j'ai cherché du travail, quand on démarre aussi, on regarde dans ce qui est disponible aussi, parce que tout le monde ne nous attend pas à bras ouverts. Mais j'ai été attirée par plutôt les lieux de vie. Donc, soit travailler à domicile, soit travailler dans des lieux de vie collectifs, des foyers, des choses comme ça. Et puis, par aussi des étés de bénévolat que j'avais fait, notamment avec l'APF en vacances. Je m'étais aussi formée en compétences pour travailler aussi au quotidien avec des personnes qui avaient un handicap moteur. Et donc ce domaine-là, il m'attirait. Et puis j'ai vu un poste, il y avait des remplacements auxquels j'aurais pu être prise. Et puis entre-temps, j'ai décroché un CDI à temps plein dans une maison d'accueil spécialisée, donc un établissement qui allait ouvrir, qui accueillait des adultes polyhandicapés, au fin fond de la campagne de la Vénois. Et puis je me suis dit, allez, on y va. J'étais libre, j'étais surtout contente de trouver un job à temps plein, dans un domaine qui avait l'air intéressant. Puis c'était l'aspect ouverture aussi, création du poste qui m'intéressait, qui était un beau challenge. Et démarrer d'une page blanche, je trouvais ça intéressant aussi. Donc voilà, donc j'ai démarré dans le polyhandicap et puis ça m'a bien plu. Après, c'est des adultes qui ont un très lourd handicap. Ça me faisait pas peur non plus parce que j'ai un oncle qui est décédé quand j'étais enfant, mais que j'ai bien connu, qui avait un polyhandicap et voilà, j'avais envie d'apporter ma pierre à ces personnes. Oui, et puis du coup, tu t'y retrouvais puisque la relation que tu pouvais tisser avec ces gens, elle était dans la longueur finalement. Voilà. Comme c'est le lieu de vie, il reste là, toi aussi tu es là et c'est les rencontres successives qui font qu'on crée du lien et qu'on peut progresser même à petits pas finalement. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà des activités artistiques de loisirs ou de création, ou est-ce que dans ton temps de travail, tu as peut-être des moments créatifs, ou est-ce que ça pointe un peu ou pas du tout à ce moment-là? Alors c'est vraiment très léger. Quand j'étais enfant, pré-ado, je créais pas mal. J'ai écrit des histoires. Je dessinais beaucoup. J'ai même, quand j'y repense, j'ai même fait de la peinture sur porcelaine dans la nouvelle salle de bain de mes parents quand on avait déménagé. Je faisais un petit peu d'aquarelle. Je faisais des numéros d'art. Ça existe toujours. Des choses comme ça. Et puis en fait, ado, jeune adulte, étudiant, j'avais un peu arrêté de créer pour moi, pour le plaisir. Mais en sachant que dans les études d'ergo, comme on peut travailler aussi en psychiatrie, et que dans cette partie-là, on utilise aussi les activités manuelles et créatives et expressives avec une finalité de rééducation, d'expression pour les gens. Dans le contexte des études, il y avait eu cette possibilité-là, notamment dans les stages en psy, qui m'avaient bien plu d'ailleurs. Par exemple,
faire de la peinture en musique, ça a donné beaucoup de liberté, enfin des petites choses comme ça que j'avais gardées. Mais j'avais un peu pris distance avec cet aspect créatif. C'était assez ponctuel. Alors quand j'y repense, si ça m'est arrivé de faire un atelier collage avec des résidents polyhandicapés, mais c'était pour travailler sur un thème concret, pour avoir un support. Mais j'avais pas encore ravivé ma petite flamme créative. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, maintenant qu'on a un peu posé le contexte professionnel, même si là, il a évolué, puisque tu as travaillé jusque quand là, avec les personnes en Alors, j'ai situation de travaillé polyhandicap? une dizaine d'années avec les personnes polyhandicapées. Ensuite, j'ai eu mon premier enfant. J'ai eu envie de changer de poste. J'ai fait un deuxième établissement pour personnes handicapées. Oui, au total, ça a fait les 10 ans. Et puis, quand on a déménagé, après que j'ai eu mon deuxième enfant, on a déménagé pour le travail de mon mari. Donc, j'ai dû quitter ce travail qui me plaisait d'ailleurs beaucoup. C'était un peu dur de quitter ces personnes-là, qui sont assez attachantes. Et en fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de postes en gériatrie, avec des personnes âgées. Surtout en EHPAD. Au départ, c'était pas... je cherchais pas spécialement à travailler avec des personnes âgées. Je pensais que c'était tristoun. Enfin, ça ne m'attirait pas particulièrement. Et puis en fait, la vie a fait que je suis tombée sur une annonce. Il y a d'autres personnes que je connaissais au niveau familial qui m'ont parlé de cet établissement. Je dis bon, je vais aller passer l'entretien, on verra. Et puis à l'entretien, je suis tombée sur une équipe qui m'a donné envie de travailler avec les personnes âgées. Des EHPAD qui sont assez ambitieux et dynamiques et avec des projets, je ne sais pas si je peux citer, mais c'est l'association Les Orchidées sur la métropole lilloise. Moi, je travaillais à Lannoy. Et je me suis dit, allez, on y va. Et puis... j'ai eu le poste, enfin ils avaient déjà vu plusieurs personnes et puis je me suis dit on va voir. Et en fait en y travaillant, en étant formée aussi à une méthode qui s'appelle l'humanitude, qui m'a appris beaucoup de choses dans le travail avec les personnes âgées petit à petit, ça m'a vraiment plu. En fait j'ai découvert que les personnes très âgées, parce qu'il y a une moyenne d'âge de 92 ans, déjà, il y avait un retour au niveau relationnel, il y avait plus de dialogue qu'avec les gens qui ont un polyhandicap. Donc, on avait un retour et puis aussi bénéficier de toute l'histoire qu'ils ont à nous raconter. C'est hyper riche. En fait, alors évidemment, les personnes âgées, il y en a qui sont aussi dans la dépression et tout ça. Mais pour peu qu'on prenne vraiment le temps d'individualiser la relation, le lien, il y a un lien qui se crée, on arrive à déclencher aussi des choses. Et puis voilà, c'est aussi un travail d'équipe, on n'est pas seul autour d'eux. Et puis on vit aussi des moments avec eux, avec leur famille, les fins de vie, qui ne sont pas forcément évidents, mais qui sont des moments aussi parfois assez beaux, où il se vit des choses intenses. Ça m'a bien plu aussi. Et donc tu travailles à Lannoy depuis combien de temps ? Depuis, ça va faire 10 ans en septembre. Ok. Ouais. Donc, contexte professionnel, voilà, on est au clair. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant comment tu as découvert le journal créatif ? Parce que voilà, il y a ce travail, on va dire, officiel premier, ergo. Et puis, voilà, depuis quelques mois, tu as expérimenté un travail d'entrepreneuse. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le journal créatif ? Alors, ma rencontre avec le journal créatif. C'est un chemin qui vient aussi de moments plus de vulnérabilité. J'ai eu dans mon parcours, j'ai eu aussi une période de difficulté au niveau psychologique. Maintenant, on parle plus de burn-out parental, tout ça, d'état d'épuisement. C'était plein de choses comme ça qui se mélangeaient, qui étaient aussi autour de parfois
trop de tendance au perfectionnisme, à se mettre trop de pression. Voilà, on demande beaucoup de choses aux femmes aussi. Du coup, parfois, on voudrait essayer de tout faire, peut-être pas tout réussir, mais au moins tout faire, être la meilleure maman possible, faire ce qu'on peut, mais en même temps travailler. En même temps, il y a aussi le conjoint qui a son travail qui est très prenant. Voilà, donc j'ai eu un moment d'épuisement, on va dire. Et puis, dans ce chemin de reconstruction, j'ai connu la communauté, on va dire, d'entraide entre mamans qui s'appelle Fabuleuse ou Fabuleuse au foyer, mais ça ne s'adresse pas du tout qu'aux femmes au foyer, qui a été fondée par Hélène Bonhomme. Et en fait, au départ, c'était un blog, ça a été des formations pour apprendre à accepter son imperfection, à faire des pauses, à prendre du recul, à prendre plus soin de soi entre mamans. C'est un peu quand maman va, tout va. Aussi, un groupe de soutien, ça m'a permis d'avoir des petits défis en même temps que d'autres et de se tirer vers le haut ensemble. Et d'apprendre plein de choses, aussi au niveau du développement personnel, hyper enrichissant. Et de faire des très belles rencontres aussi, dans la vraie vie, parce qu'à la base, c'est né sur Internet, mais ça crée aussi des liens, des rencontres dans la vraie vie qui sont hyper précieuses. Et notamment avec une amie qui s'appelle Myriam, et qui nous parlait régulièrement de journal créatif, qu'elle voulait nous faire tester, découvrir, tout ça. Et un jour, je la connaissais pas, j'ai dit ok, tu viens à la maison, depuis le temps que t'en parles, je veux bien découvrir parce que rien que le nom me parlait. Et puis, on se connaissait pas. En fait, on s'est rencontrés, je l'ai invitée à manger, elle m'a fait un mini atelier comme ça à la maison. Et en fait, ça m'a tout de suite fait tilt. Ça a réveillé la créativité qui était un peu enfouie chez moi, en tout cas mis un peu en stand-by. En fait, donc le journal créatif, c'est une méthode qui a été créée par une art-thérapeute québécoise qui s'appelle Anne-Marie Jobin. En fait, c'est comme un journal intime. On a l'habitude, on pense toujours ado, au journal intime écrit. Il y a des personnes qui continuent, mais comme un journal intime, donc un cahier, mais dans lequel on vient injecter plein de créativité par l'écriture, mais l'écriture créative, donc plus spontanée, parfois illisible, parfois dans tous les sens, parfois avec des débuts de mots, des mots pris au hasard, voilà. Conjointement avec du dessin, pas pour faire beau, du dessin pour le plaisir de choisir la couleur, le trait, faire des tâches, vraiment sans injonction. Et le collage à partir de magazines, découper, déchirer, être vraiment dans le côté tactile. Voilà. Et en fait, cette combinaison de ces trois langages, on parle des trois langages du journal créatif, elle permet aussi de switcher un peu le cerveau, la tendance à être très rationnel, à dire qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dessiner, qu'est-ce qu'il faut pour faire beau, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui est raisonnable. Et en fait, le cerveau droit, là, qu'on laisse s'exprimer, qui utilise beaucoup plus tout ce qui est créatif, ce qui est manuel, la couleur, les images, il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sensible. C'est un peu notre cerveau d'enfant libre, qui va aussi plus vers la joie, tout ça. Et en fait, elle m'a proposé quelques exercices pour me faire découvrir et j'ai trouvé ça hyper puissant. Selon les exercices, ça paraît ludique ou un peu plus introspectif, mais toujours, même en un quart d'heure de journal créatif, on termine par, en se sentant mieux, parfois avec des messages qui nous aident pour la suite de la journée ou de la semaine.
Et voilà, ça m'a fait tilt. Et c'était en novembre 2019. Voilà. Donc ça fait déjà plus de 4 ans, plus de 5 ans. Avec ce côté aussi assez intimiste finalement. Du coup, il y a vraiment ce côté on est libre, puisque on va pas devoir montrer, c'est pas des productions que tu vas afficher dans ton salon finalement. Il y a aussi ce côté tranquillité de ne pas avoir l'injonction, tu disais un peu du beau, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on a fait non plus. Il y a vraiment ce côté intime, ce côté sécurité, le fait de travailler dans un cahier à page blanche et pas sur des feuilles de dessin ou des toiles. C'est vraiment... Anne-Marie Jobin, elle parle du côté protecteur, comme si le cahier, c'était les 2 bras d'un parent bienveillant, ou en tout cas 2 bras protecteurs dans lesquels on vient un peu symboliquement se déposer, se lever, profiter de se déposer, mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas de notion de jugement. Il n'y a que nous qui allons lire notre page. Parfois même, on travaille avec des couches, on écrit, on pose une couleur au-dessus, parfois on pose une image. Il y a ce côté aussi recouvrir qui est parfois très apaisant et en tout cas qui donne vraiment la sécurité qu'on peut y aller en intimité, qu'on peut se déposer parce que quand on refermera le cahier, il sera dans un coin, c'est un cahier personnel ou peut-être même qu'on aura recouvert, comme je disais. Donc, il y a vraiment ce côté liberté et intimité qui est hyper important dans le journal créatif et très apaisant. Avec ce côté hyper pratique on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, il faut un cahier, quelques crayons, un magazine, des ciseaux et j'ai démarré avec 0 achat en reprenant les anciens feutrés crayons de couleur des enfants qui traînaient. Je me suis fait ma petite trousse. Des ciseaux, une colle et puis 2-3 magazines. Alors ça peut être des magazines de voyage, des magazines d'actualité, des magazines gratuits qu'on trouve en pharmacie ou des magazines un peu bien-être, déco. 2-3 magazines, ça, et on a notre petit kit pour pouvoir se lancer dans le journal créatif. Et donc, du coup, voilà, tu t'as découvert, tu as expérimenté, tu sembles sentir la flamme qui se réveille dans le côté artistique. Oui, voilà, et puis après, tu décides de te former, alors. Ouais, alors cette amie, la Myriam, elle habite pas du tout à côté de chez moi, donc c'était vraiment sensibilisation, et puis après, voilà. Et en fait, Anne-Marie Jobin, donc, qui a créé la méthode, elle a, petit à petit, on lui a demandé de former des gens, pour pouvoir transmettre la méthode, des gens qui avaient envie de se saisir de cet outil-là. Donc, elle a créé un centre de formation qui s'appelle l'école Le Jet d'encre depuis 1998-2000. Donc, ça a fait ses preuves. Voilà, ça fait bientôt une trentaine d'années que ça se diffuse dans le monde, on va dire, à partir du Québec. Et en fait, sur Internet, elle propose notamment des sessions d'initiation, de découverte, où à son rythme, avec des vidéos qu'elle nous envoie périodiquement, on peut prendre le temps chez soi de faire ces exercices qui sont assez structurés aussi, avec des temps, avec un déroulé. Qui met en journal créatif, on prend vraiment le temps de faire une sorte d'échauffement pour plonger tout doucement dans notre créativité, pour se sentir en sécurité avant d'approfondir un sujet, et puis terminer toujours par quelque chose de plus... pour revenir un peu à la surface. Le jet d'encre, là, c'est vraiment l'histoire comme un bateau qui jette l'encre au fond de l'océan. Elle dit toujours que même quand il y aura toujours des vagues à la surface, mais au fond, tout est calme. Au fond d'un océan, en gros, tout est calme. Donc c'est pas l'idée de se renfermer dans son journal et d'être toujours dans sa tête, mais c'est de pouvoir faire des allées-venues comme ça entre la surface et venir s'apaiser
en profondeur dans l'intimité de son journal et puis de remonter à sa vie, être disponible pour tout ce qu'on a à faire. C'est pas d'être un ermite, hein, c'est vraiment un outil pour être bien dans sa vie et bien avec les autres. Et identifier du coup des lieux de ressources un peu plus au calme. Voilà. Et donc tu suis à distance. Et donc je reviens à ça. Voilà, ça c'est une petite session d'un mois ou deux découverte et je me dis ça me plaît. Je pense pas du tout reconversion ou côté professionnel. Hein. Je me dis ça me plaît. Là-dessus d'ailleurs arrive là où les années Covid. Et je peux dire que le journal créatif, il m'a vraiment aidé aussi à traverser tout ça. Mais il y avait moins de loisirs aussi. Ça m'a donné aussi plus de temps pour faire plusieurs petites sessions comme ça. Comme je reconnectais à cette partie créative, ça m'a fait toucher aussi à des mini-formations pour retravailler avec l'aquarelle, une mini-formation aussi... de dessin méditatif, où là c'est un lien aussi entre la respiration, le dessin, le tracé. Je me suis dit, tiens, cet outil-là, il me plaît, il me fait du bien, j'aimerais bien aussi peut-être m'en servir avec mes patients ou avec d'autres personnes, je sais pas trop, on verra. Une autre petite session de journal créatif, mais avec quelqu'un qui l'a lié beaucoup avec les 5 sens, avec la méthode Vitose aussi. Donc j'ai fait plein de petites choses comme ça, la création intuitive. Tout ça, c'était juste pour moi. Ouais. J'avais pas, en vrai, dans la vie, je n'ai pas de plan. C'était pas des étapes en vue de changer quelque chose. Et puis j'ai vu que tout ça, c'était vraiment ma passion, mon échappatoire, voilà. Ça te faisait du bien. Ça me faisait du bien. Et j'en parlais un petit peu autour de moi. Parfois, je faisais découvrir à des personnes comme ça. J'ai testé des ateliers que j'appelais pas encore journal créatif, mais avec les personnes âgées que j'accompagne dans mon travail d'ergo. Parce que j'avais la chance de pouvoir aussi utiliser cette médiation. C'était pas encore avec l'étiquette vrai journal créatif puisque j'étais pas formée officiellement et j'ai vu que ça aidait vraiment différentes personnes à se détendre, à s'autoriser, à créer, que ça leur faisait du bien et en parallèle de ça j'avais envie de travailler plus parce que j'étais à temps partiel pour des raisons aussi d'équilibre comme je disais tout à l'heure et j'avais envie de travailler plus mais avec un côté indépendant à ma manière pour être plus tranquille des réunions etc. Avoir plus de marge de manœuvre et puis ce côté créatif qui le fait d'en reconnecter à ça montait en moi. J'avais envie vraiment de pouvoir le transmettre mais ailleurs que dans mon métier d'ergo. Et comme je savais qu'il existait une année de formation certifiante qui s'appelle Accompagnée et animée par la méthode du journal créatif, et que de fil en aiguille, j'avais rencontré des gens qui avaient fait cette formation et qui me disaient que c'était vraiment très riche, que ça faisait avancer personnellement, mais que ça donnait vraiment des outils pour vraiment bien travailler. Concrètement, parce qu'en parallèle de ça, du coup, je réfléchissais à ça, je me suis posé la question aussi de la formation d'art thérapeute, et j'ai vu que par rapport au stade où j'en étais de ma vie, si je voulais faire une formation vraiment officielle et reconnue et sérieuse d'art thérapeute, parce qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi, je pense aussi dans les formations, dans tous ces domaines-là. C'était pas le moment. C'est un métier hyper intéressant, mais peut-être un jour on verra. Mais en tout cas, j'avais vu que l'année de formation au journal créatif, elle pouvait être compatible avec mon rythme de travail, de famille. Le temps que tu étais prête aussi à mettre dedans. Le temps que j'avais disponible. Et puis, financièrement, c'était possible à ce moment-là aussi de me lancer là-dedans. Il y avait une partie candidature aussi pour voir si mon profil, on postule en fait pour la formation.
Et c'est bien d'ailleurs qu'ils n'acceptent pas non plus tout le monde en formation, parce qu'il faut aussi, c'est un travail où il faut être bien dans ses baskets aussi pour proposer ces ateliers-là et accompagner des personnes. Et donc j'étais hyper contente d'être acceptée à la formation. Et ensuite, j'avais hâte que ça démarre. Ah oui. Voilà. Et donc, chez toi, tu t'es organisée, tu as dédié une pièce. Comment tu réorganises pour ta formation? Alors, oui, il y a eu quelques mois entre l'acceptation et puis le début de la formation. Et le fait d'être dans cette dynamique de projet, parce que je sentais que ça allait vraiment me plaire et tout, ça m'a donné du courage, on va dire, pour repeindre la chambre d'amis, bureau, fourre-tout, qui servait un peu à tout et qui était un peu moche, pour faire du tri là-dedans, garder l'aspect chambre d'amis, parce que voilà, on ne crée pas une nouvelle pièce chez soi, il faut pouvoir aussi conserver tout. Il y a la place pour la famille, évidemment, mais me dédier un coin de la pièce et vraiment la préparer en récupérant des meubles par-ci, par-là. Je voulais pas faire trop de dépenses parce que je savais pas où ça allait me mener aussi, tout ça. Mais pour commencer à m'aménager un coin vraiment adapté pour pouvoir reprendre une forme d'étude pendant une année et avoir la place d'étaler aussi mon matériel créatif. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour le journal créatif, mais pour la formation, il faut quand même pouvoir laisser ses affaires en plan pour pouvoir suivre le travail régulièrement. Et donc, en étant à distance, tu as quand même un peu de contact avec les autres stagiaires. Vous arrivez quand même à vous garder motivé, parce que j'imagine qu'il y a des moments où on est super motivé, puis d'autres où peut-être c'est un petit peu plus difficile. C'est une formation où il y a pas mal d'interactions. En fait, sur l'année, il y a 4 ou 5 week-ends. Alors, depuis le Covid, il a tout aménagé pour que ce soit en visio. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'étaler sur l'année la formation, parce qu'en fait, dans le groupe de formation, c'était... alors, la formatrice est au Québec, mais pour des raisons de fuseau horaire, c'était un groupe Europe, donc France, Belgique, Suisse, il y a peut-être quelqu'un au Maroc, Luxembourg. Donc, on est assez étalé, mais ça fait 5 week-ends comme ça en visio, avec notamment pas mal de temps d'échange, d'exercices, de supervision, de dialogue en grand groupe, mais aussi en moyen groupe et en tout petit groupe, parfois en duo, qui permettent aussi de créer des liens, de discuter avec différentes personnes qui ont différents profils, qui se lancent dans la formation pour aussi se saisir du journal créatif avec leur propre casquette de psy, d'instit, d'éducateurs spécialisés, d'artistes, de sophrologues, pas mal de profils différents, ou carrément de reconversion qui part d'entreprises qui n'ont rien à voir. Et puis on a des sous-groupes régionaux, on va dire des grandes régions, où il y avait une proposition de rencontres aussi en vrai, où je suis allée moi, parce que je trouve que c'est hyper précieux de pouvoir se connaître en vrai et pratiquer ensemble, et animer entre nous des ateliers pour se faire tester. Et puis, comme beaucoup, les groupes WhatsApp qui permettent d'échanger, de s'envoyer des photos, de se soutenir aussi pendant la formation quand il y a des coups de mou, parce que reprendre aussi une formation en même temps qu'on a son travail, sa famille, ça nécessite aussi parfois des rajustements, c'est pas toujours évident. Mais pour le coup, cette formation-là, elle a le premier tiers de l'année, c'est vraiment pour pratiquer de manière intensive le journal créatif pour nous-mêmes. C'est un outil qu'on aimait déjà si on s'est mis à la formation. Mais la première année, je vais dire, c'est du travail, mais la première partie de l'année, c'est un peu cadeau pour nous, parce qu'en fait, ça nous fait travailler sur nous-mêmes. C'est les exercices qu'elle propose pour travailler les sujets, les approfondir. On se les applique à nous. Tu expérimentes finalement cette pour discipline toi-même d'abord. Pour expérimenter pour soi. Parce que c'est comme un prof de yoga. S'il ne s'entraîne pas un peu tous les jours, il ne peut pas être bon prof de yoga. Donc, il faut d'abord vraiment expérimenter
dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. On a vraiment les 3 dimensions d'ailleurs dans pas mal d'exercices de journal créatif pour expérimenter le journal par rapport au corps, par rapport au stress, par rapport à la santé, par rapport au parcours de vie, le lien entre la créativité et la nature, comment on peut utiliser les poèmes, c'est hyper les transversal mandalas, en fait. Tout est prétexte. Voilà, et à tout utiliser, ça, en fait, on se l'applique à nous-mêmes. Il y a beaucoup de lectures, on doit renvoyer... il y a des interactions parce qu'on doit renvoyer des petits résumés de nos lectures, des petites prises de recul par rapport aux exercices qu'on a faits. Ça, c'est du travail quotidien, c'est hors des week-ends de formation. Et donc, ça fait travailler vraiment sur nous-mêmes. Et donc... Et toujours avec la bienveillance et le professionnalisme d'Anne-Marie Jobin, donc c'est une école où on peut avoir des liens aussi, des retours avec notre formatrice responsable de sous-groupe aussi, qui nous accompagne tout au long du parcours. Donc ça, c'était cet aspect travail personnel et pour se l'approprier. Et puis ensuite, on apprend à créer des exercices, créer un contexte un cadre d'atelier. On apprend à mettre les gens en sécurité, on travaille les questions éthiques aussi, parce qu'on travaille vraiment avec l'humain, donc comment gérer s'il y a quelqu'un qui perturbe le groupe, ou gérer une question d'intimité, de secret aussi, parce qu'il peut y avoir des... C'est pas du tout de la thérapie de groupe, mais il y a un aspect qui est souvent très bénéfique chez les gens et qui soigne quelque part. Hein. Mais il y a des petits moments aussi d'échange et il faut gérer aussi... accueillir l'émotion de l'autre qui peut déborder des parfois, autres, les discussions. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses. Et puis après, il y a l'aspect... concret de stage aussi, où on doit se créer un contexte de stage pour pratiquer les ateliers avec des publics qu'on a choisis, qu'on a envie d'expérimenter en fonction du projet qu'on a après. D'accord. Et donc, ça débouche sur une sorte de diplôme, une certification, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, il y avait le côté stage qui était très important aussi, où... moi, voilà, j'ai proposé à des mamans, un peu la pause des mamans dans une association de ma ville, et puis où j'ai expérimenté aussi avec les personnes âgées. On fait à la fin, il y a un genre de petit rapport aussi sur nos stages et de toute une prise de recul sur la formation. Et suite à ce travail final de formation, on est certifié. Donc, c'est une formation... certifiante. D'accord. Et donc là, une fois que tu as ta certification en poche, allez, c'est parti, il faut aller jusqu'au bout et prolonger le partage finalement, la diffusion de ce moyen d'expression. Ouais. Voilà, en quelques mots, comment tu t'y prends ? Qu'est-ce qui te fait peut-être peur ou... Alors à la fin de la formation, il y a ce côté fierté d'avoir terminé la formation, de recevoir son diplôme. On fête ça aussi ensemble, en groupe, même si on est 50 en Zoom là, mais elle dit toujours ramenez une bouteille de bulle, fêtez ça, mettez des paillettes dans votre cahier, une manière même à distance de valoriser ça et de fêter ça ensemble. Et après ça, c'était quand même une aventure personnelle et une aventure de groupe aussi, où il y a aussi des liens qui se sont créés. Mais il y a ce côté un peu aussi fierté, joie, et puis un petit peu déjà de côté nostalgie de l'aventure, en tout cas de formation qui se termine, et de se dire aussi... c'est le grand saut maintenant. C'est le grand saut. Est-ce que je suis capable ? Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, moi qui me touche aussi. Est-ce qu'il faut se former encore pour être assez bien ? Il y a des amis de formation qui aussi parfois qui savent pas s'arrêter de se former, qui disent je vais faire encore ça, puis après on verra. Et toi, tu décides, tu dis bon, allez, c'est bon. Alors, alors moi, je sais que je suis assez cérébrale, tout ça, en vrai, j'adore me former, apprendre et tout. Et
j'ai tendance à me dire aussi, je ne suis pas encore capable, il faut encore que j'apprenne des trucs, je ne me sens pas encore prête. Et puis, en fait, j'ai pris le temps un peu de poser ça, de confier aussi ça dans mon cahier, de travailler ça aussi avec les outils que j'ai, puisque si on me les a donnés, c'est pour que je les applique déjà à moi, pour voir un peu sur mon chemin vers où j'allais. Et puis, je me suis dit, j'y vais, je me lance. J'ai envie de démarrer la proposition d'atelier de manière professionnelle. Et puis, je me suis financée cette formation et j'ai envie de valoriser aussi ce travail que j'ai fait. Je fais du bénévolat par ailleurs dans d'autres domaines, mais là, c'est l'idée de valoriser aussi, d'honorer ce travail personnel que j'ai fait dans le contexte de ce projet où je voulais pouvoir aussi travailler plus et puis quelque part être fière de moi, de me dire que j'avais réussi à réaliser ça et que tu t'es investie. J'avais créé entre guillemets une activité professionnelle qui me plaisait sur mesure et que voilà, à mon échelle, j'avais envie de pouvoir réussir ça. Concrétiser du coup. Concrétiser et donc ça passait par... il fallait que ça passe par la création d'une micro-entreprise pour pouvoir aussi faire de la petite pub, facturer à des établissements, tout ça. Et donc, je me suis fait accompagner par la BGE, qui est une structure gratuite qui propose l'accompagnement à la création de micro-entreprises, un peu à la carte en fonction aussi de nos besoins, pour se lancer là-dedans. Parce que c'est pas... on dit toujours que c'est simple et que ça se fait en 5 minutes de créer une micro-entreprise, mais ça n'empêche qu'il faut aussi trouver la case dans la déclaration, savoir aussi à quoi on s'engage, côté administratif, il y a des petites routines à faire et puis se faire conseiller aussi pour voir si on a droit à des aides ou pas, etc. Et donc, j'ai trouvé ça bien d'avoir cette aide à ma disposition. Et puis, j'ai contacté aussi d'autres personnes dans la région qui sont certifiées aussi en journal créatif pour savoir comment elles avaient démarré, si elles avaient des conseils pour se lancer, pour pas non plus partir de zéro, ni partir seule. Enfin, je trouve que c'est important de se faire entourer, même si c'est juste par un coup de fil, une rencontre... Voilà, de s'inspirer aussi d'autres personnes pour s'encourager aussi. Et puis, ça a mis un peu de temps pour que j'ai le déclic pour trouver le nom de ma micro-entreprise, en fait, parce que après, c'est aussi pouvoir faire des petites publicités, des petits flyers... même si je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais il faut passer par là aussi pour avoir une visibilité, faire connaître un peu, en tout cas avoir une référence si quelqu'un en entend parler et regarde. Donc il faut avoir un nom de micro-entreprise pour démarrer, un genre de logo. Il y a beaucoup de décisions et démarrer ça. À prendre. Donc la formation, ça nourrit énormément. Là, tu apprends le métier que tu as envie de faire, l'activité que tu as envie de faire, et c'est génial. Je ne m'attendais pas à tout l'après, on va dire. Moi, ça a pris... finalement, c'est pas si long, mais ça m'a pris 2-3 mois, mais qui m'ont paru longs parce que je bloquais un peu... je me sentais pas forcément légitime. Voilà, il a fallu mixer ça un peu dans tous les sens avant de trouver. Donc, moi, j'ai appelé mon atelier Souffle Coloré, avec un logo d'une montgolfière. Et puis voilà, à partir de là, j'ai pu créer ça, commencer à poser des dates, à démarcher un peu. Ce que je voulais en premier, c'était pouvoir transmettre l'outil à d'autres femmes. Parce que finalement, ce qui est créatif, ça touche quand même beaucoup les femmes. Et que ça puisse les aider, comme moi, ça m'avait aidé dans mon parcours aussi lié à l'épuisement
maternels et professionnels, pouvoir proposer cet outil et proposer des temps, des bulles un peu de détente avec le journal créatif, où je les guide sur une matinée pour vraiment pouvoir s'accorder ce moment pour elles. S'autoriser à se détendre, à plonger un peu, voir les ressources qu'elles ont. C'est là où il y a un lien aussi avec mon métier, c'est que je trouve que dans le journal créatif, on n'est pas face à un thérapeute dont on attend tout, c'est nous-mêmes qui, tout doucement, avec les couleurs et les mots en douceur, on vient trouver le petit pas suivant qu'on peut faire pour se sentir mieux, la petite action qu'on peut faire pour se sentir plus aligné dans ses besoins, tête, corps, cœur, comme je disais, mieux respirer, enfin des choses comme ça. Donc c'était ma priorité de pouvoir travailler avec les femmes, les mamans, voilà. Et donc j'ai commencé avec des amis, avec le bouche à oreille, l'une qui ramenait une autre personne, des ateliers un samedi matin par mois là sur Neuville-en-Ferrain. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir enfin rassembler de manière professionnelle des personnes qui venaient pour profiter de mes ateliers et puis commencer à avoir des retours sur le bien que ça leur fait et qu'elles puissent aussi, chez elles, de temps en temps, se faire un quart d'heure de journal pour se détendre et voir plus clair. Et ça m'a fait énormément plaisir de recevoir ces retours aussi. Il y a une double satisfaction finalement. Voilà. Proposer le moment où elles sont avec toi et puis après de se dire en fait il y a cette transmission au-delà de l'atelier même finalement. Qu'elles puissent être autonomes avec l'outil. Je parlais d'autonomie en ergothérapie, mais être autonome avec l'outil sans saisir que ça leur fasse du bien. C'est ça qu'on a envie de transmettre avec le journal et qui se voit aussi dans la moindre vidéo ou des bouquins d'Anne-Marie Jobin. C'est cette envie vraiment de pouvoir faire rayonner cet outil qui est hyper précieux parce qu'il est aussi très concret au moment où on est trop dans notre tête, trop sur les écrans aussi, il faut le dire. Et là, on est dans la trace, le papier, le tactile. On peut tourner les pages et puis aller voir aussi. Il y a un moment où on était moins bien, on l'avait déposé dans le journal. Puis là, maintenant, avoir de la gratitude aussi pour ce qui va bien maintenant. C'est hyper concret. Et puis, donc, c'est cet aspect avec les femmes. Et puis, cet aspect aussi où, en tant qu'ergo, même si ce n'était pas pour intervenir comme ergo, mais j'avais envie de pouvoir adapter l'outil à des personnes, soit dans mon travail avec les personnes âgées, soit ailleurs, pour pouvoir justement avoir du temps de travail ailleurs, plus ponctuellement, pour des interventions juste pour les ateliers. Et où j'ai commencé à démarcher des associations, des foyers, des services aussi d'aide à la parentalité, de centres pour personnes qui ont un handicap, d'autres établissements pour personnes âgées. Et là, je suis allée, j'ai fait découvrir, souvent, c'est en passant par des mini-ateliers pour les responsables, pour qu'ils voient ce que c'est, qu'ils voient si ça pourrait servir à leur public. Et s'ils ont les budgets aussi. Parce que ça, c'est quand même une difficulté où on est confronté dans ce type de projet-là. C'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et que parfois, on nous dit... ah bah oui, ça a l'air super, on en est convaincu, mais on n'a pas le budget. Ou bien, on vous prendrait comme bénévole. Il y a un peu du coup une lutte un peu quand même pour aller démarcher et concrétiser quelque chose en valorisant, comme tu disais tout à l'heure. Parce que bon, le bénévolat c'est bien, mais il faut quand même aussi pouvoir valoriser ce que tu as appris, ton travail. Voilà, c'est ça. Parce que tout atelier, on prend le temps de l'adapter au public avec lequel on va travailler, autant qu'on aura, à la progression, à leurs besoins. Et donc, un atelier, c'est parfois plusieurs heures de préparation. On arrive aussi avec tout le nécessaire. Je me balade avec tout le matériel pour pouvoir aussi arriver sur une table vide et puis mettre tout en condition pour que les personnes puissent
s'en saisir de manière confortable, détendue. Ouais, voilà, c'est clé en main. Donc tout ça, ça représente aussi du travail. Ouais, ouais. Et ça, c'est la partie qui n'est pas très facile non plus, voilà, de démarcher, d'essayer de publier aussi un peu sur les réseaux pour montrer ce qu'on fait, sachant que c'est une activité aussi où les pages finalement sont intimes. Donc ce ne serait pas cohérent si je publiais les pages de mes participants. Donc tout ça, on apprend à s'ajuster, à se mettre un petit peu moins de pression, à diminuer un peu les attentes, à avoir plus de patience, parce que je pense que dans les projets d'auto-entrepreneuriat, en tout cas dans ce domaine-là, on avance vraiment à petits pas, donc c'est souvent frustrant, mais voilà, on tire des leçons aussi d'échecs ou de portes qui se sont refermées, et voilà, et petit à petit, là j'ai 2 interventions régulières dans des établissements, j'ai adapté pour les personnes qui ont un handicap mental léger, on va dire. En adaptant sans trop adapter, parce que ça permet vraiment aussi de les tirer vers le haut et leur proposer des choses qui sont pas trop simplifiées non plus finalement, parce que ils ont aussi vraiment une grande sensibilité à tout ce qui est émotionnel, à ce qui est artistique. Ils ont moins de freins aussi que certains d'entre nous, et on arrive vraiment à des choses hyper intéressantes au niveau du journal créatif avec ce public-là. Ça les aide vraiment aussi à évacuer aussi des tensions, à se sentir plus libre, plus indépendant vis-à-vis de la collectivité aussi où ils sont. Donc il y a des beaux retours. Et puis dans le cadre de mon activité salariée, j'ai un atelier régulier avec les personnes âgées. Et ça les aide aussi à s'évader, à reconnecter avec certains souvenirs, à se revaloriser aussi, de se rendre compte qu'avec les guidances du journal créatif, ils peuvent créer un poème, faire un collage qui finalement leur plaît, qu'ils ont envie de montrer dans leur studio. Voilà. Donc tu as découvert finalement un peu la mission donc, de diffusion, d'explication, de promouvoir un peu cette technique du journal créatif, et puis derrière cette démarche quand même aussi de valorisation et de pouvoir en faire une activité, on va dire, sonnante et trébuchante, parce qu'il y a aussi cette dimension-là financière dans le projet de micro-entreprise. C'est aussi pour pouvoir facturer les prestations. C'est une activité complémentaire à mon activité qui était à temps partiel. C'est une activité complémentaire à trouver aussi le temps à comment gérer son temps, parce que quand ce qui est préparation administrative, communication, tout ça se fait à la maison, il faut apprendre aussi à essayer de cloisonner les choses aussi. Surtout la première année, on y pense vraiment, je ne vais pas dire H24, mais c'est un peu la priorité. C'est lié aussi à une passion, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi. Mais qui s'infiltre du coup parfois il faut aussi arriver à dire stop à un moment, et c'est là où c'était bien d'avoir un atelier, un peu bureau à part aussi. Mais bon, voilà, ça vient quand même un peu dans la voiture, entre deux. On y pense beaucoup quand on est dans un domaine où on crée son activité. En plus, il y a un domaine lié au côté psychologique, au côté artistique. Voilà, ça prend pas mal de place. Et puis, je vais dire, j'ai un peu plus d'1 an de recul maintenant. Je suis toujours hyper contente de ce projet, et j'ai envie de pouvoir développer et de pouvoir intervenir dans d'autres établissements, maintenant que j'ai un peu plus de liberté aussi au niveau familial. Mais j'ai un peu plus en éveil ce côté aussi... voilà, les enfants, ils grandissent vite aussi. C'est maintenant qu'il faut être présent. C'est pas quand ils ont 25 ans. Et j'arrive un petit peu plus aussi à cloisonner, à choisir à ne pas tout temps. attendre de mon activité de journal créatif, à choisir un petit peu plus des temps aussi
dédiée, à mettre moins de pression aussi sur l'histoire des publications et tout ça, parce que ça a ses limites. Et à me faire un peu plus confiance et à être plus confiante aussi dans l'avenir et dans le fait, comme je disais pour mes participants, mais m'appliquer à moi-même la théorie des petits pas, de dire voilà, une chose à la fois, une progression à la fois, et puis avoir confiance aussi. Je disais que je faisais pas trop de plans. C'est vrai que j'ai pas dit à 6 mois j'aurais fait ça, à 6 mois j'aurais fait ça. Je suis aussi pas mal dans l'intuition et dans l'équilibre et du me laisser guider par aussi les opportunités, les rencontres, les carrefours, voilà. Et me dire que... Faire confiance aussi. Avoir confiance, Ok, bah écoute, si on veut plus de renseignements ou si on veut participer à un atelier, comment fait-on? Comment on te contacte? Comment... T'as une page... Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Souffle Coloré. J'ai une page Instagram aussi, Souffle Coloré. Tu peux créer aussi des ateliers dessus, il y a mes coordonnées. Il y a les ateliers dont je parlais. Et puis, ça m'arrive aussi de créer des ateliers par enfant. Plusieurs duos, plusieurs familles ensemble. Ça m'est arrivé pour une famille toute seule de créer un atelier pour une problématique en particulier. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter. Et voilà, je peux faire aussi de l'individuel sur un sujet particulier où ça m'a été proposé. Ça m'est arrivé pour une soirée d'amis qui se réunissaient, qui avaient envie de découvrir le journal créatif autour de l'une d'elles qui en était convaincue. J'ai organisé un atelier avec dégustation et journal créatif intriqué. Ça peut s'adapter à différents domaines. Au soutien des soignants aussi, ça m'intéresse pas mal, le soutien des soignants et des aidants. Il y a aussi vraiment des choses qui peuvent se proposer pour soutenir ce public-là aussi. Ok, donc on n'hésite pas et on te contacte pour avoir des super idées. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci Juliette d'être venue pour partager la douceur et la puissance du journal créatif. Bravo d'avoir osé te lancer dans ce processus de formation. Si j'ai bien suivi, se lancer dans un défi de complément d'activité, c'est un sacré challenge, mais c'est possible. Ça nécessite un vrai coup de cœur, de la confiance, de la réflexion sur le projet, des aménagements d'emploi du temps. C'est avoir aussi en tête que le moment idéal pour se former n'existe pas. Non. Et qu'à un moment, il faut oser faire ce premier pas, ce premier petit pas. Merci beaucoup et puis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Parcours engagé.